La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour, bonjour dans ce nouvel épisode. Bon, aujourd'hui, vous le savez, on est dans la série spéciale sur le temps et l'idée, c'est de découvrir d'autres perspectives sur ce temps-là et puis un autre récit avec une autre invitée. Parce que l'affaire, c'est qu'on est accompagné par le temps, parce qu'il nous façonne tous, parce qu'on traverse tous le temps, mais on ne s'attarde pas à y réfléchir plus que ça. On ne prend pas le temps d'avoir une réelle réflexion sur le temps et d'avoir une réelle réflexion en fait qui dépasse le temps quand on y pense. Puis aujourd'hui, pour explorer ce thème-là, j'ai eu envie d'inviter Rachel Bertium, qui est une personne que, je vais être totalement sincère, on a eu tout un échange avant même de commencer à enregistrer que je percevais comme une personne d'une curiosité profonde, puis un élan de sens puis ça me rejoignait, puis j'ai découvert une toute autre facette. Rachel, aujourd'hui, on va explorer avec elle justement ce temps sabbatique, entre guillemets, ou ce temps de recul qu'elle a pris pour explorer, pour s'engager dans autre chose peut-être que de faire, mais aussi d'être dans la présence. Euh, Fait qu'ensemble, j'ai eu envie qu'on essaie d'aller explorer qui elle est, quelle a été son expérience de cette expérience, puis un petit peu tous les fils que ça a pu créer, puis tous les fils qui ont précédé ce qui s'est passé aussi. Donc, c'est un peu un épisode pour repenser notre relation au temps, notre relation à nos moments, notre relation à la vie, puis peut-être se dire que à un moment donné, c'est peut-être plus une question juste de faire, mais de faire et d'être et d'explorer. Et on parlait de s'engager, Rachel, de s'engager. Alors, j'espère que ça pourra vous inspirer à peut-être poser un pas ou juste semer une graine ou peu importe, mais qu'il y aura quelque chose que ça nourrira. Merci, Rachel, d'être avec moi aujourd'hui, de m'avoir... Merci pour l'invitation, Sophia. Oui, puis merci pour tous ces moments avant. Et tu le sais, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que alors, je te perçois comme curieuse, comme quelqu'un justement oui, qui contribue, qui s'engage. Je lisais un petit peu partout que tu es nommée comme contamineuse en chef. Alors, je ne sais pas pourquoi ça revient partout, mais c'est ce que je lis. Mais toi, tu sens que tu es qui en fait? Puis, c'est quoi ton histoire, tes valeurs, ce qui te porte au final? Qui es-tu dans tes mots à toi? Je suis un être humain qui est un peu à la recherche toujours de qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'engager dans le monde, être heureux. Je suis un peu à la recherche dans mon day-to-day. Puis en même temps, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des paradoxes à tout ce que je vais dire probablement aujourd'hui, là. Je suis récréologue de formation, donc ça définit quand même bien ce que je porte comme regard sur le monde, là. Mon filtre loisir, mon filtre bien-être, mon filtre euh, lié au temps libre.
est très important et il me constituait avant même que je connaisse la récréologie, mais il est devenu encore plus fort après ce moment-là. Et je dirais que je reviens toujours à ça. Donc, je suis quelqu'un qui aime rire, je suis quelqu'un je pense que je suis une vraie Québécoise dans le sang, dans le sens où j'aime le côté au Québec où on peut rire des différentes choses. J'aime les humoristes, peut-être pas tous, mais plusieurs réussissent à me faire rire. Euh, J'aime rire, j'aime avoir du plaisir, j'aime bien manger. Je trouve que la gastronomie est une belle chose dans ce monde, surtout quand on a des papilles gustatives qui aiment goûter à toutes sortes de choses. Je suis une curieuse, je pense que tu l'as bien défini. Puis quand on dit contamineuse en chef, bien c'est pas moi qui le dis. C'était un titre qui m'a été donné par mes collègues lorsqu'on développait le laboratoire en innovation ouverte. Donc, dans ma vie, je suis mère de deux enfants qui aujourd'hui sont à l'université. Je suis la conjointe d'un partenaire que j'ai depuis plus de 25, ben, presque depuis plus de 20 ans. Euh, et ben sinon, bien, je suis une femme engagée pour allumer des lumières. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien quand je vois qu'il y a quelque chose d'autre de possible qui peut rendre notre milieu meilleur ben, de trouver des moyens d'y parvenir. Des fois, ouais, c'est ça, de trouver des moyens pour y parvenir, ça a pu choquer certaines personnes parfois, mais aujourd'hui, c'est comme lorsque toute une communauté se braque pour pas voir l'arrivée d'un nouveau centre culturel, mais le jour où le centre culturel est arrivé en place, on pourrait plus s'en passer parce que ça aide et ça fait du bien. Mais moi, je suis la personne qui porte le projet qui créent encore de la dichotomie ou de la distance et qui font en sorte que les gens sont peut-être pas sur le point d'accord. Mais je travaille en innovation depuis plus de 12 ans. Donc, être interpellée à penser les choses autrement, c'est mon day-to-day. Hmm. Et j'essaie de me donner la même doctrine que je tente d'installer dans la tête des autres. Donc, j'essaie de ne pas être trop mal outillée ou mal chaussée comme personne en innovation. Fait que ça me définirait, je pense, quelqu'un d'engagé, de sincère, euh, puis qui travaille pour le développement d'une meilleure société. Moi, je pense que je me mets beaucoup dans le méta, là, dans la vie, là. J'essaie de voir quels sont les éléments que je peux créer qui vont avoir des répercussions pour améliorer la vie, le quotidien de tout le monde. Et comme je viens d'un milieu où il y avait quand même des gens pauvres autour de nous, puis d'une famille aussi qui euh, était pas très riche là, dans mon enfance. Ça l'a beaucoup forgé l'importance aussi de faire attention à ceux qui sont plus démunis. Hmm. J'ai une plus grande tolérance face à la personne démunie qu'à la personne qui a tout et qui se plaint dans ce tout-là. Ouais. Là, j'ai pas beaucoup de tolérance. Fait que je suis une personne pas noire et blanche, beaucoup dans des zones de gris. Et euh, c'est ce qui amène à avoir beaucoup de réflexion. Mais voilà. Fait que je sais pas si ça fait un peu le tour, mais Oui, ça fait un peu, bah, ça fait un peu le tour. Puis en même temps, en t'ayant écouté avant cet échange-là, je me dis que c'est tellement plus grand que tout ce que tu as partagé, puis ces étiquettes-là que tu as mises. Mais ça m'a amené une question, puis sans toi bien à l'aise d'y répondre ou non. Tu sais, tu partages à l'instant que justement, tu as vécu dans un milieu où il y avait peut-être plus de pauvreté, où il n'y avait pas beaucoup de richesse matérielle, j'imagine, en termes matériels. Mais qu'est-ce que, du coup, où est-ce qu'elle était cette richesse dans ce que tu as pu ressentir? Parce que la richesse, on l'associe beaucoup au matériel qu'on a, mais pour toi, c'est quoi la richesse? C'est je au-delà trouve de ça ça. super intéressant comme question parce que moi, je considère que j'ai eu un foyer aimant. Mm. Donc, un père, une mère
qui ont tout donné. Et là où je considère avoir obtenu ma richesse, c'est dans la débrouillardise. Hmm. Être capable de multiplier lorsque tu n'as pas beaucoup de choses. Ma mère était extraordinaire à cet égard-là. Elle faisait le jardin, elle faisait à manger, elle avait un budget, elle réussissait à respecter tout ça. Euh, euh, et elle a été pendant aussi plusieurs années. Mon père était un entrepreneur, il était technicien en électronique. Et il a passé à travers des années où on s'entend, l'électronique était à jeter quand la télévision marchait plus parce que les technologies avaient changé. Donc, il a été lui aussi obligé de se réinventer. Mais j'ai des parents qui ont refusé, mettons, l'aide gouvernementale à une époque où financièrement, rejoindre les deux bouts, c'était pas toujours facile. Euh, on est dans une époque où ma mère ne travaille, tu sais, c'est l'époque de la mère au foyer, le père travaille. Donc, ma mère, elle a le métier de coiffeuse. Donc, à un moment donné, ben, elle a repris ce métier-là, puis ça a été salvateur pour toute la famille parce que il y avait un deuxième revenu qui entrait quand mon frère est rentré à l'école. Je suis d'une famille de trois enfants. Puis comme je t'expliquais dans notre pré-conversation, mon jeune frère est décédé à l'âge de 19 ans, de façon assez accidentelle. Donc, ça aussi, c'est d'autres points qui viennent peut-être me construire, mais dans le milieu où j'ai vécu, il y a quand même autour de nous euh, des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, des gens qui avaient des problèmes d'alcoolisme, de drogue, des gros handicaps. Là. L'école primaire où j'ai grandi, c'était moitié étudiants qui étudiaient de façon normale, mais on recevait dans notre école tous les enfants avec des particularités d'apprentissage avec des handicaps physiques et visuels, là, trisomie 21, mais les gens qui avaient des difficultés comment, dyslexie, Ouais. euh, ben, à cette époque-là, ils sortaient des classes puis ils les mettaient dans des classes spéciales dès le primaire. Donc, j'ai rapidement été une personne qui était un peu à la défense de ces gens-là. Euh, j- Mes parents m'ont amené beaucoup, ils étaient très judéo-chrétiens. On allait à l'église jusqu'à l'âge de 12 ans. Moi, une fois par semaine, on allait à l'église. Et ma mère était très impliquée dans la pastorale, puis mon père était chant choral, etc. Donc, s'impliquer dans la communauté, ça faisait partie de notre vie. Passer du temps en famille le dimanche, ça aussi, c'était important. Donc, je pense que la richesse, elle n'est pas toujours dans l'argent sonnant. C'est sûr qu'on jeune, je le savais que j'avais pas les mêmes possibilités qu'une autre enfant qui demande quelque chose à ses parents puis qui l'obtient. Euh, on a vite été ratoureux, fait que dans le sens où euh, proche de chez nous, il y avait des maraîchers, fait que ils venaient chercher les enfants qui voulaient aller aux fraises. Moi, je me levais à 6 ans pour aller aux fraises. Hmm. Je faisais pas beaucoup d'argent, mais cet argent-là me permettait de me payer la petite gâterie que mon voisin ou mes autres amis, c'était le parent qui leur donnait un peu de sous pour qu'elle le fasse. Mais ma mère elle préparait des popsicles dans des bacs à glace là, ou des bacs à popsicles. Puis on en a mangé quand même. On a toujours été habillés, mais peut-être pas comme on n'avait pas du Lacoste puis du polo à cet âge-là. Puis tu vois, quand je suis devenue adolescente, cette tu sais, c'est ce manque-là. Hey, l'argent que je faisais, ça passait tout dans le linge, là. Tout était devenu Tristan et Iseult. Je mettais beaucoup d'argent dans mon vêtement, le paraître. Tu sais, aujourd'hui, il y a un retour en arrière qui s'est fait pour d'autres raisons aussi, mais on se rend compte que ça finit tous par avoir des trous, même si tu payes très cher et que finalement, ça paye pas l'épicerie, hein, avoir des morceaux de vêtements qui coûtent cher. Fait que, Ouais. mais
d'être rentrée dans une famille aimante. Je considère avoir un père, une mère qui ont vécu des difficultés, mais qui ont réussi à se parler, à échanger, puis à se démontrer de l'amour, là. Puis j'avais pas des parents qui se collaient tout le temps devant nous, là. Mais on sentait qu'ils étaient une équipe ensemble. Donc, puis ma mère est coiffeuse dans un petit village, la communauté, tout le monde venait à la maison, donc on vivait au cœur du village, tout le monde nous connaissait. Fait que la richesse, c'était la communauté. Puis souvent, je reviens vers cette communauté-là qui m'a vu naître et ça sert de point d'ancrage. Mm. C'est une belle communauté. Moi, quand je la regarde, là, Baie-du-Fèvre au Québec, là, c'est là où il y a des oies blanches, mais c'est là aussi où il y a le challenge de la 255. Est-ce que le type d'événement me plaît? Je ne sais pas. Mais par contre, quand il s'agit de se mettre ensemble, les revenus de cette activité-là sert à tous les comités bénévoles de la communauté pour les aider à ce que les optimistes fassent plus d'activités pour les jeunes. Ils s'auto-alimentent, ils sont hyper. C'est un. Bitfèvre, là, c'est le village gaulois. C'est une communauté qui ont développé leur organisme de loisirs. Les gens prennent à la présidence. Ça fait quelques années qu'il y a un technicien en loisirs ou quelqu'un de responsable des loisirs, mais ça a toujours été pris en charge par les gens du milieu. Et moi, je pense que d'avoir pu voir ça, d'en être consciente, puis de savoir que, moi, je dis souvent, dans notre petit village, je cogne pas avant de rentrer chez quelqu'un, je rentre, l'accueil. Oui, je cognais, là, mais tu sais, c'est Oui, d'avoir le oui. sentiment Les d'être la personnes. bienvenue. Euh, Moi, je suis de l'époque où on jouait encore à la cachette, à kick la cacane, à une autre époque de notre vie. On pouvait être 35 jeunes de 7 ans, de 6-7 ans à 15 ans qui jouaient tous ensemble. Donc, puis je me sentais protégée par les plus vieux. Et ça, ça fait partie d'une richesse de communauté qui parfois je vois que ça s'effrite dans notre société. Et j'y vois un danger de cet effritage-là parce que on s'en vient bientôt à faire face à des enjeux qui vont nous dépasser, mais comme on a désappris à être ensemble puis à s'engager collectivement, ça risque de créer des gros écueils. Et on voudrait sortir de certains de ces enjeux-là, mais ça va être que par la collaboration, la co-création et notre capacité de s'engager ensemble qu'on va y parvenir. Et il va falloir ramer dans le même sens. Mais je trouve que dans ma communauté, d'où je suis née, ça, je retire toute cette capacité-là d'être de joyeux Gaulois. Ouais, vraiment. Ah, C'est ça. j'aime que tu nous aies transportés là-dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui résonnent en fait parce que tu sais, t'es une personne qui se définit comme une personne créative, qui innove, qui s'engage. Puis ce que tu partages, ça vient nous donner le petit fil rouge qui dit d'où ça vient tout ça en fait. Ça vient de ce que tu as vécu. Puis au-delà de la richesse matérielle, il y avait une richesse humaine, une richesse du vivre ensemble, du faire ensemble, tu sais, de se prendre les mains, petits et grands, puis de dire, ben, comme on y va, même s'il n'y a pas d'organisme culturel qui est mis en place, puis une structure, c'est quelque chose de très organique. Puis je te rejoins aussi avec les enjeux qu'on rencontre aujourd'hui. En fait, le plus grand danger, c'est l'individualisme qui s'installe et cette incapacité à retrouver cette façon de faire ensemble parce que on, on ne peut avancer qu'en étant ensemble. Puis les sociétés, toutes les sociétés qu'on a connues avant, celles qu'on a décidé de transformer, pas qu'on a décidé volontairement, mais qui s'est transformée au final, ben, elles étaient basées sur cette communauté, sur ce partage. Et c'est drôle parce que là, je rentre plus personnellement dans un autre sujet, mais je parlais à mon père cette semaine, puis je lui disais, raconte-moi quand tu étais petit. Et il m'a raconté
tout ce que tu as partagé aussi, ce petit village où les portes sont ouvertes, où on rentre chez tout le monde, où tout le monde s'entraide, où les petits, les grands jouent dehors, où il y a des vergers, il y a des fruits, puis c'est pas une question tout le monde partage avec tout le monde, puis ça m'émeut parce que je retrouve ces mots à lui qui est pas mal plus vieux, mais qui l'a vécu aussi. Ouais. Ben, on sort peut-être plus suffisamment à l'extérieur. Ouais. Il y a comme un renversement qui s'est fait là, puis on est malade plus rapidement, mais c'est comme si nos anticorps étaient plus présents, on aseptise beaucoup de choses. Je dis pas que je suis nostalgique du temps passé, parce que je suis contente de l'avoir vécu. Je pense qu'il faut faire aujourd'hui avec ce qu'on a, prendre acte et de se donner le droit de repenser vers où on veut aller. Et pour moi, ce n'est pas dire on fait un retour en arrière que de revenir à des pratiques qui étaient saines collectivement, mais davantage de se dire, ben, on a essayé les deux, puis au final, ben, ça va mieux grâce au soutien qu'on retrouve collectivement. Puis ça fonctionne moins bien, puis on se donne le droit de s'en détacher. Tu sais, le rapport à la vie, il est aussi de se poser des questions, puis de dire qu'est-ce qu'on garde, puis qu'est-ce qu'on enlève. Puis on a eu le droit d'aller tester autre chose, mais ça se peut qu'il y avait des choses meilleures. Tu sais. On voit le retour de l'appareil cellulaire juste pour servir de téléphone, pour se distancer de tout ce qui est application. Parce qu'il y a des gens qui sont allés c'était tellement une deuxième partie de leur peau qu'ils ne savaient plus comment s'en détacher. Mais je pense qu'on a le droit aussi de revenir sur des bonnes pratiques. Fait que oui, moi, je suis une ambassadrice de ma communauté. Même, on peut sortir la fille du village, mais le village ne sort pas de la fille. Puis j'ai toujours été fière de dire que je venais de Baie-du-Fèvre. Parce que c'est une communauté à part, c'est une communauté qui se soutient. Puis l'autre jour, j'étais en voiture avec ma mère, puis à un moment donné, on a Carole qui appelle, puis elle veut savoir, tu viens-tu au souper? Tu sais, d'appeler le monde pour qu'il soit là, puis que, tu sais, tout le monde a célébré, mais c'est tout le monde ensemble. Puis je les ai vus se chicaner, les gens du village, mais ils se sont toujours engagés collectivement au meilleur de la collectivité. Puis ça, c'est ce qui les unit, tout le monde. Ben Et oui. c'est de toute beauté. Moi, je trouve que c'est un beau village. C'est une belle municipalité. Puis il y a des gens qui s'engagent dans cette communauté-là. Puis on reçoit ça. Je pense que quand on fait partie du cœur du village, puis qu'on a la possibilité de s'investir, moi, je me sens chanceuse d'avoir pu avoir ces gens-là autour de moi. Puis l'autre chose que j'aime, c'est qu'au au-delà de nos parents, ben, quand on dit que ça prend tout un village pour élever quelqu'un, ben, nous, le voisin a été le maire de la municipalité, puis on a eu d'autres acteurs puis qui viennent te dire, ils viennent t'encourager dans tes projets, puis ils sont là derrière toi. Ben, je trouvais ça le fun de voir que dans notre communauté, on croit en toi. Euh, euh, Robert, qui était quelqu'un qui a développé une entreprise aujourd'hui, c'est Rotec International. Et toujours le bon mot pour te mettre en valeur, pour dire ça là-dessus, tu sais, wow, c'est débile ce que tu fais, puis je te suis, même si je t'écris pas. Je sens encore cet encouragement-là qui vient des gens de ma municipalité, puis je trouve ça fantastique, vraiment. Ouais, ben ils sont là en toi, en fait. Ils t'amènent cette énergie-là, pas nécessairement par les mots, mais par une présence qui reste Oui. palpable, même à distance. Mais c'est un bel hommage à ton village, puis c'est un bel hommage à cet esprit de communauté-là. Et justement, ben, je comprends mieux, tu sais, ça a forgé la personne que tu es, puis les projets, puis cet engagement profond que tu as dans ces projets-là. Puis là, dans cet échange que je voulais avoir avec toi, alors oui, bon, on va le ressentir tout le long, en fait, cet engagement, mais
tu t'es beaucoup investi professionnellement, beaucoup, beaucoup. Tu me partageais qu'il y a eu plusieurs points de bascule, etc. Mais le professionnel a pris beaucoup de place. Souvent, tu fais pas les choses à moitié. Voilà, tu y vas à fond, puis il faut que ça soit la meilleure version de ce que ça pourrait être. Mais là, dernièrement, tu as pris un temps de recul, un moment sabbatique. Cette fois-ci, tu as choisi en fait de peut-être de revenir sur le temps ou de redéfinir ce qu'est le temps. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ben, en fait, je le sais un peu, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? Veux-tu nous Ben, partager? Oui, c'est ça. professionnellement parlant, dans les dernières années, j'ai cofondé, co-dirigé le laboratoire en innovation ouverte, qui est un CCTT lié aux approches collaboratives. Pour moi, ça fait partie de la suite logique de mon essence. Et puis, est venu un moment où on est passé d'un groupe de 3 personnes qui faisaient des choses à une équipe de 17 personnes. Puis il y a eu des éléments d'enjeu liés avec la vision que le collège pouvait avoir versus là où nous, on s'en allait avec le centre et les obligations gouvernementales liées aux fonds qu'on nous donne Mhm. et multiplié à des stress de s'assurer que tout fonctionne bien. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que euh, j'aurais peut-être eu besoin d'un outil ou deux pour m'assurer de bien calibrer le travail. Mais comme ça s'est fait assez organiquement parlant, je prenais beaucoup sur mon dos le succès de réalisation du projet. Puis, concours de circonstances, il y a des nouveaux acteurs dans la direction qui sont arrivés, puis qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, tu dis, ben, moi, si je veux être capable d'accomplir la mission, là, présentement, je n'ai pas les outils, je n'ai pas le contexte qui le favorise. Et moi, dans ce temps-là, j'ai besoin de dire, oups, je prends un pas de recul. Et là, on a regardé nos options, puis comme on était dans un cégep, dans les options, il y a des options de programmes volontaires de réduction du temps de travail qui nous permet de dire, je travaille à 100% cet automne, je suis payée à 50%, mais quand je vais partir, je vais être payée à 50%, puis je ne travaillerai pas. Donc, ça répartit ton temps, ton salaire sur une année à 50%. Puis là, dans cette option-là, les enfants partaient de la maison, ça aussi. Puis à savoir, mon conjoint et moi avons un enfant de 22 ans, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Donc, c'était la première fois qu'on vivait ensemble sans enfants à la maison. Ça s'était pas passé entre nous deux depuis qu'on se connaissait. Donc, c'était le temps de faire le point. Tu sais, à un moment donné, les enfants partent de la maison, le contexte n'était pas le plus intéressant pour continuer de faire ce qu'on avait à faire. Ben, euh, fallait prendre ce pas de recul-là. Puis je l'avais fait antérieurement. Là, je trouvais qu'on était au bon moment pour se donner le temps de le faire. Il fallait que j'accepte que mon conjoint, avec qui j'ai cofondé, co-coordonné aussi le laboratoire en innovation ouverte, arrive à la même place que moi. Mhm. C'est pour dire, j'attendais ou c'était devenu le bon moment parce qu'il était rendu au même point que moi. Il était sur les mêmes constats par rapport à la capacité qu'on avait de pouvoir mener à bien le développement du centre. Et puis, euh, ceci dit, en passant, ça n'empêche pas le centre de continuer de faire ce qu'il a à faire. Mais Mhm. par rapport aux ambitions que j'avais pour le centre, là, moi, je me sentais brimée pour y arriver. Ouais. Et on s'est regardé, puis on s'est dit, on fait ça. Puis là, on a décidé qu'on faisait ça. Puis on a planifié. Là, moi, le 1er juin 2023, je m'achetais un Vanagon Westphalia
1983, un rêve. Puis là, ben c'est ça. Comme je te racontais, dans ma vie, j'ai vécu des gens, j'ai vécu plusieurs morts de personnes proches qui sont décédées. Aujourd'hui, on se parle, demain, la personne n'existe plus. Ce qui a fait en sorte que là, il y avait quelque chose en moi qui disait, t'en as toujours voulu un depuis que tu as 15 ans, tu sais, t'aimes ça, les Westphalia, tu les as regardés, tu as toujours dit un jour je vais en avoir un, mais là, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Puis quand j'ai pris la décision, mais j'avais des sous de côté, puis j'ai regardé, puis j'en ai trouvé un, puis j'étais allée le voir, puis je l'ai acheté. C'était une décision qui s'est faite, puis honnêtement, mon conjoint n'avait pas un grand mot à dire sur cet aspect-là. Là, c'était je pense à assouvir un besoin. Puis j'ai arrêté de fumer en 2020. Puis tu sais, j'avais fait beaucoup de choses qui m'amenaient dans des lignes de vie pour améliorer ma santé, mais j'aimais ça, fumer. Mais j'ai arrêté de fumer parce que la santé de tout le monde, la santé des enfants, je n'ai jamais fumé devant mes enfants parce que je trouvais que c'était pas un bon comportement à développer. Mais voilà, fait que je m'achète un Westphalia, puis là, ça devient, on remet ça en forme, parce que 1983, fallait y donner un peu d'amour. Puis, on savait qu'on partait avec notre Westphalia en voyage, puis le road trip, ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. Puis là où on se rejoint, mon conjoint et moi, c'est beaucoup dans le voyage. Hmm. En voyage, là, il n'y a pas de zone de conflit. Il n'y a pas de. On s'entend vraiment très bien. On se ressemble. David, c'était quelqu'un qui a fait une maîtrise en tourisme, en gestion du tourisme, il y a un bac là-dedans. Moi, j'ai un bac en récréologie. Donc, moi, pour moi, partir en voyage, c'est je n'ai pas d'itinéraire préétabli. Je ne sais pas à quelle heure je me lève. Et je laisse place à beaucoup d'ouverture pour profiter de ce qui va se présenter à moi. Puis David, il vit bien ça aussi, ce côté-là. Il planifie un peu plus, puis il regarde les options. Moi, je suis plus, je découvre, fait que, il prépare des options, puis le jour J, ben, il dit, si on veut faire ça, il y a telle affaire d'ouvert, nan, nan, ça nous tente-tu, ça nous tente pas. Si ça nous tente, on y va. Si ça nous tente pas, c'est très bien accepté. C'est un peu la même chose sur le plan de la nourriture, là. On vit bien avec ce qu'on va trouver. On s'était donné un budget, il ne fallait pas dépenser plus que 100 dollars canadiens par jour, voyage, repas et amusement compris. Donc, on s'était mis quelques règles pour pas non plus revenir puis être croulé sous la dette, là. Mais on s'était fixé quelques objectifs. Puis on partait avec une grande question qui était ici. Et si on se donnait le droit de penser à notre vie autrement? Et si on déménageait? Et si on venait travailler aux États-Unis? Et si on avait le droit de changer d'idée aussi en cours de chemin? Donc, Mhm. puis les premières semaines, je dirais, on était comme beaucoup des travailleurs, là, on avait tiré la sauce de la capacité à travailler parce que quand tu es dans un contexte de travail qui est peu, en tout cas, où tu as l'impression que tu te bats pour chacune des décisions qui sont à prendre, tu y passes beaucoup d'énergie, tu y mets beaucoup d'efforts à voir par quel chemin je peux prendre ça. Donc, on est arrivé à un bout où je pense il y avait de l'épuisement, puis je disais, la batterie était vide, puis la réserve était pas vraiment pleine, là, était vraiment due pour être remplie. Donc, le voyage servait à refaire d'abord la réserve, Hmm. puis ensuite remplir la batterie. Puis ça, c'est important, les gens font souvent pas la différence, là. Tu sais, aujourd'hui, je vais bien, mais si tu n'as plus de réserve, si tu écoules tout ce que tu as mis dans ta batterie du jour, ben, tu risques de trouver ça difficile le soir quand tu arrives chez toi. Moi, je te dirais, ça m'a pris 3 semaines où j'étais vraiment sur le neutre là, en partant en voyage. Et c'est pas là que j'ai commencé à me dire ici. Là, c'est au départ remettre de l'énergie dans le chargeur puis
la santé, la COVID, le stress. Moi, j'étais entrée même en clinique de douleurs chroniques avec la COVID, problème avec mon sciatique, euh, euh, diagnostic de spondylite à en tout cas, à la colonne vertébrale, avec deux sténoses spinales qui sont ça, j'ai gagné à la loto de la génétique, là. Hmm. Mais je souffre d'arthrose depuis que j'ai l'âge de 30 ans, là. Donc, tout s'use vite en moi. Puis la sténose, c'est le tunnel de la colonne vertébrale qui rapetisse puis qui fait en sorte que tes nerfs. Puis là, mais le fait que je vivais du stress, ça a vraiment accentué les douleurs que je vivais. Puis dans une journée, pas de douleur, ça n'existait pas depuis plusieurs années. Hmm. Ouais, le corps Fait que parle fort, là. le corps, moi, il avait besoin de se remettre en forme, donc recommencer à marcher. Puis là, j'ai eu un épisode pendant la COVID où j'ai pensé mourir, 3 jours malade, pas capable d'ouvrir les yeux. Puis je suis asthmatique, donc la capacité pulmonaire, elle était quasi inexistante là, au sortir de ces 3 jours-là. Puis à toutes les... Monter un escalier, ça me demandait beaucoup d'énergie. Ouais. Donc là, il fallait que je pense à moi, là, puis que je remette en forme la carcasse, puis que je recommence à réfléchir pour voir qu'est-ce que moi je veux dans la vie. Fait que le voyage a été généré d'un peu tout ce que je viens de te Hmm. parler. Oui, ça a été un peu le point de bascule, mais et c'était intéressant parce que même hors antenne, tu parlais qu'il y a différents cycles que tu ressens avoir vécu dans ta vie, puis qu'il y a différents points de bascule, puis il y a eu un de ces cycles-là où il y a eu un voyage aussi. À ce moment-là, c'était en tant que parent aussi, donc avec Oui. enfant. Ça a été transformateur, donc il y avait eu ce... Vous aviez goûté à ça. Et puis là, ça, je ne le savais pas, je l'apprends avec toi en ce moment, mais que là, il n'y a plus d'enfants à la maison. Donc, le travail prend beaucoup de place, le corps parle très fort. Puis à ce moment-là, alors, à ce moment-là, comment poser ma question? Donc là, c'est comme un élan de vie qui se perd, une notion du temps qui se floute un peu parce qu'on est ballotté dans tous les sens, le corps nous ballotte, le travail nous ballotte, le mental nous ballotte. Qu'est-ce que c'est le temps pour toi à ce moment-là quand ça ballotte? Puis qu'est-ce que tu choisis d'en faire en fait? Quelle nouvelle signification tu as envie de donner au temps à ce moment-là? Ben moi, je sais intérieurement que la vie est fragile. Je te racontais en prémisse que autour de moi, beaucoup de personnes, puis à un moment donné, j'ai fait le calcul, je tombais autour d'une quinzaine de personnes qui étaient décédées de façon accidentelle. Un, c'est à vélo, l'autre, c'est en auto, l'autre, c'est suicide. Ben, pour moi, c'est peut-être pas un accident, mais du jour au lendemain, tu t'en attends pas, ça arrive et crise du cœur, AVC, tu sais, name it, là, crise en tout cas, plein de choses. Mhm. Moi, je vis avec une urgence de vivre. Donc, et je ne peux pas accepter d'être dans un environnement qui est insatisfaisant euh, trop longtemps. Mhm. Alors, j'ai une urgence de me dire, oups, ce que je vis là présentement, j'ai plein de signaux qui me disent que ça va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, comme humain, pour prendre soin de ça? Et là, ce que je vois, c'est faut que j'aille me donner du temps pour penser à moi. Il faut que j'aille me donner du temps pour remettre mon corps en forme. Je le sais que tout ne se fait pas de façon instantanée. Ça, c'est un autre des avantages, je pense, que parfois j'ai. Je suis consciente que le temps, c'est l'élastique sur lequel euh, ben, quand on est dans quelque chose qu'on aime puis qu'on adore, le temps passe vite. Quand on est dans quelque chose qu'on n'aime pas, ben, il devient long, lourd, désagréable. Puis, euh, on s'est rencontrés sur une table qui est un think tank sur la santé et le mieux-être au travail.
et j'avais le sentiment que tout ce que je vivais, c'était pas ça. Alors, j'avais besoin de prendre des pas de recul, puis de remettre en place qui je suis, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, parce que pour moi, c'était la phrase qui commençait chacune de nos journées quand on était en voyage. Aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait de Hmm. cette vie-là qui est en face de nous? Et ben, quand tu prends le temps d'écouter, il y a des réponses qui émergent de toi. Ben, parfois, cette réponse-là, tu n'as pas envie de l'entendre parce qu'elle ne cadre comme pas dans toutes tes autres priorités que tu t'étais mis. Fait que, faut que tu lui donnes le temps de trouver sa place. Puis ça se fait pas quand tu es dans le brouhaha de trop de choses qui se passent. Donc, moi, je me considérais comme quelqu'un de privilégié de pouvoir prendre cet espace-là à travers les outils qui étaient offerts de la convention collective dans laquelle j'étais, puis de me dire, ben, prenons ce temps-là. Puis je le sais, il y a des bouts que ça me tentait pas de laisser du travail que je faisais parce que j'aimais ça. J'étais engagée dans tout ce que je réalisais parce que ce qui me motive, c'est une transformation au bénéfice des autres. Fait que ça me mobilise énormément. C'est pas toujours bien perçu, toujours des autres acteurs, puis je veux tellement que ça transforme. Bref, le temps pour moi, à ce moment-là, était une question de vie, de Hmm. vivre la vie et de cesser de subir la vie. Ouais. Et souvent, on la subit, puis on la laisse nous prendre un certain contrôle sur nous. Puis là, j'avais besoin de reprendre ce contrôle-là sur les prochains pas que j'étais pour faire. Tu tu disais, j'avais fait un premier 10 ans d'enseignement, puis à un moment donné, je suis partie en voyage avec les enfants, qui était aussi un moment où, OK, on se décolle le nez, puis c'est bon, hein, ça, on le fait pas assez. Tu sais, dans les études en récréologie, on apprend que une bonne vacance pour un employé, ça devrait être 3 semaines consécutives. Sans ça, la personne n'a pas le temps de recharger les batteries. Mais moi, j'avais pas pris 3 semaines de vacances depuis vraiment longtemps. Ça ne Ouais. s'était pas passé dans ma vie. Et même quand j'étais censée être en vacances, j'étais quand même dans un certain travail parce que je me suis occupée pendant 8 ans de temps d'un projet de coopération internationale. Puis je prenais mes vacances d'été pour soit aller là-bas ou coacher des jeunes que j'avais pris le temps de coacher pendant toute l'année. Puis là, ben, l'été, je coordonnais à distance le groupe. Fait que je m'étais toujours pris mon temps que j'aurais dû prendre pour me refaire, à continuer de m'engager pour le développement des milieux, de la profession. Fait que le temps, Les autres c'est aussi. qu'on en a toujours beaucoup, mais ça passe toujours trop vite, tu sais, quand on est vraiment absorbé par ce qu'on est en train de faire. Ben, oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis, en fait, que ce temps-là, finalement, c'est un temps pour vivre, pour retrouver cette vie en toi, peut-être aussi. Et tu me partageais tantôt, je pense qu'on n'était pas encore en train d'enregistrer, mais tu me disais, déjà toute petite, tu avais, ces questionnements-là un peu existentiels de pourquoi on vit, pourquoi on meurt, qu'est-ce qui nous rend heureux, puis probablement que les épreuves ont teinté aussi ces questions-là, puis les ont enrichis, les ont nourris, les ont développés à l'intérieur. Et c'est drôle parce que vous commencez ce voyage-là, puis tous les jours, en fait, la question que vous posez, c'est ben, finalement, si on y revient, c'est ces questions existentielles de petites, qu'est-ce qui nous rend, comment on vit aujourd'hui, comment on choisit la vie aujourd'hui, qu'est-ce Hum, qui nous rend heureux, pourquoi on vit. Puis je trouve ça intéressant de constater ça en t'écoutant et puis de faire le lien aussi avec cette enfance-là où on pense que l'enfant est un être qui n'a pas de sagesse ou qui hum, n'est pas construit, mais qui en fait probablement,
qu'en grandissant, on retrouve cette sagesse-là d'enfant et on se réapproprie notre temps, ce temps-là qui semblait si accessible, même enfant. Donc là, je vais pas mal dans tous les sens, mais j'avais envie de faire ce lien parce que je le trouvais beau, ce lien entre ces questions existentielles d'enfance qui sont ancrées dans une sagesse, puis une sensibilité particulière à la vie. Mm. Puis on choisit de se réapproprier adulte. Et là, Puis c'est ouais. là qu'on se perd. Puis, tu sais, je vois quand même beaucoup de gens qui finissent par prendre des antidépresseurs. Ben, à quel moment ils se sont accordés le droit de reprendre le contrôle de leur vie? Et on, tu sais, c'est d'avoir laissé ce qui est autour de nous prendre ce contrôle-là. Moi, je te le dis, si je n'étais pas partie en voyage, je pense que j'aurais demandé à mon médecin de me signer un congé là, parce que on avait besoin de ce pas de recul-là. Mais moi, je voulais pas me rendre jusque-là. Alors, à un moment donné, on est responsable de ce choix-là, de se dire, je vais pas bien, je considère que présentement, ce que je vis me vide de ma batterie, ne me nourrit plus. Faut agir. Tu sais, moi, dans la vie, les gens qui viennent me voir puis qui s'acharnent sur ce qui va pas bien, bien, je leur dis, ben, il y a telle solution, il y a telle solution. Je suis une fille qui cherche des solutions tout le temps. Fait que, puis là, mais maintenant, j'essaie de moins le faire, là, mais je suis quelqu'un qui se met en mode solution, ben, j'ai appliqué cette façon-là de faire à ma propre vie. Euh, je prends acte, là. Puis aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'un recul. Puis tu sais, c'est comme quand l'avion est en train de tomber, c'est la première personne à qui tu dois mettre le masque, c'est à toi. Ben, je me disais, ben, là, il faut que j'aille me chercher mon propre masque d'oxygène. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être surveillée, puis pendant que je vais être en congé, on doute du fait que je suis malade. Non, je vais partir en voyage, puis je vais aller profiter de la vie que j'ai. Comme je dis, mon jeune frère est décédé à 19 ans. Pour moi, il n'a pas eu le temps de profiter de la vie. Il n'a pas eu le temps de voyager. Fait que quand j'ai la chance de voyager, pour moi, je nourris ce plaisir-là qui est d'aller à la découverte des autres, de ce qui se fait différemment, de d'autres façons de penser, de d'autres façons de voir la vie. Euh, puis ça fait du bien de se décoller de notre temporalité, même si c'est pour 6 mois, puis même si c'est plus pas dans le même genre de luxe qu'on pourrait croire. Tu sais, j'ai croisé des gens que leur voyage était somme toute probablement plus onéreux que le mien. Mais en même temps, j'avais pas besoin que ce soit plus onéreux. J'avais juste besoin de se donner cet espace-là de Ouais. temps. Ouais. Mais c'est beau parce que c'est très assumé aussi, se donner cet espace-là pour profiter, entre guillemets, de la vie, ce qu'on fait peu. Puis, tu as partagé quelque chose qui m'a interpellée parce que, tu sais, tu partageais justement à l'instant que des fois, on va prendre des antidépresseurs, etc. Et puis, tu n'avais pas envie de te rendre là. Puis, probablement que c'est cette envie-là, ben, c'est probablement parce que tu t'es pas rendu là que tu avais encore cet élan de vie, cette étincelle de vie qui te permettait d'agir. Parce que ce qui arrive, et c'est pas pour généraliser ou quoi que ce soit, mais quand on a des problèmes de santé mentale, c'est cet élan de vie qu'on perd. Et cet élan de vie qui nous amène justement dans cet élan-là de chercher des solutions, de poser un pas. On n'est même plus capable de poser les pas euh, parce qu'il y a comme ce sentiment-là que c'est trop tard. Et je trouvais C'est comme si important. le plancher s'effondrait. Ouais. Il faut pas attendre ce moment-là fatidique. Puis, ben, c'est à toi que je disais, ça fait toujours peur de prendre une décision. Hein? L'être humain, là, je vais me priver de telle chose, puis là, si je quitte, il va se passer telle autre affaire. Puis là, on anticipe, on est. Puis moi, tu sais, la boîte est créative, là, fait que faut pas que je donne trop de place dans ce genre de situation-là, parce que imaginez le pire, quand tu l'as déjà vécu, il est facile à imaginer. Tu Mm. sais, donc, le travail à faire, c'est de se permettre de garder le plancher encore en dessous de nos pieds pour être Mm. capable d'avancer.
Parce que si on se rend à l'étape où on a besoin de demander, il y en a qui c'est santé mentale, puis là, on s'entend, là, on n'est pas. La santé mentale, c'est quelque chose qui peut être aidé par de la médication. Moi, de Mhm. mon côté, à travers les différentes années, déjà après la mort de mon frère, ce vide-là vécu, je suis allée consulter en psychothérapie, j'étais devenue maman, puis bref, il se passait beaucoup de choses. J'avais besoin d'un soutien. Mais à travers tout ce qu'on avait fait, ben, à un moment donné, je suis même allée voir jusqu'à un psychiatre pour voir, j'ai-tu des problèmes de santé mentale? C'est-tu normal? Puis finalement, ben, j'en avais pas. Fait que ça m'a rassurée aussi dans ma vie, là, passer un grand questionnaire. Puis, tu sais, je suis quelqu'un d'intense, mais je souffre pas de problème de santé mentale. Mais quand tu te rends à l'épuisement total, ben là, tu crées des débalancements dans ton corps, dans ton esprit. Et je savais que ça pouvait se régler autrement que par de la prise de médicaments. Puis pour moi, parce que je ne veux pas juger les gens qui vont prendre des médicaments, qui en ont besoin, mais moi, je sentais que j'avais besoin de me sortir du cadre pour Oui. pouvoir reprendre possession de l'entièreté de ma santé mentale, puis de mettre du positif dans là où j'avais envie d'aller, puis de voir comment est-ce que je rebrasse les éléments Mm. pour m'amener plus loin. Puis ça pouvait pas se faire dans le territoire dans lequel j'étais. Tu sais, à un certain moment donné, tu côtoies le même monde qui te disent les mêmes choses, puis là, ben, tu remets en doute ce que tu es en train de faire. Quand Mm. tu te sors de là, ben là, t'es toi, face à tes propres pensées, et il faut que tu te regardes dans la glace, puis tu te dises, OK, où c'est que tu t'en vas, toi, ma belle, là? Mm. Et il n'y a pas d'autre personne pour te faire réfléchir, là, tu sais, à leurs inquiétudes à eux, finalement. Ouais, t'es face à toi-même. T'es face à toi-même, Ouais. tes propres doutes. Et Puis on justement, te le ben, donne pas ce temps-là. Puis tu sais, je trouve ça beau parce que je pense que dans les générations qui sont en train d'avancer, on, on est davantage conscient. Ben non, peut-être que c'est un effet de gens que je côtoie dans les dernières années où il y en a qui ont vécu des épuisements, puis il y en a qui ont passé proche de l'épuisement, puis qu'aujourd'hui, ils se donnent l'espace, temps pour penser à eux. Puis c'est drôle, hein? La Terre n'arrête pas de tourner à cause de ça. mm, Alors qu'on sent que souvent, si on n'est pas là, ben, qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas là? Mais si on n'est pas là, la planète elle continue de tourner. Fait que c'est triste à dire, mais en même temps, ça nous déculpabilise peut-être du fait qu'en se sortant, ben, il y en a d'autres qui vont vivre peut-être des choses qui vont être moins le fun parce que dans le fond, ce que moi je faisais, je les redonnais entre les mains des autres, mais je n'étais plus en mesure de le faire de façon à être bien. ouais, Euh, euh, Fait que on a la chance d'être dans un environnement qui nous permet ça. Moi, tous les jours, puis c'est plate, là, parce que des fois, ça montre à quel point mon cerveau va vite, là. Mais je suis consciente qu'il y a des gens qui vivent des situations présentement qui, euh, qui sont vraiment pires que la mienne. Tu sais, je pense à ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, même à Israël. Tu sais, je veux dire, je pense pas à ceux qui ont les super pouvoirs. Je pense à l'humain qui a à vivre des quotidiens où la nourriture est pas toujours facile à trouver, où le travail est pas toujours facile à obtenir, où les conditions des femmes ne sont pas optimales pour qu'elles puissent devenir ce qu'elles auraient envie d'être. Et, et je me dis, non, moi, je suis chanceuse. Donc, je vis dans un temps euh, au Canada où la femme, elle a quand même plus sa place. On a encore du chemin à faire, là. ouais. Mais encore plus qu'ailleurs. Donc, j'essaie toujours de me ramener à ce genre d'informations-là pour me dire, faut relativiser dans la vie. Puis j'ai le droit d'un moment donné penser à moi. Puis c'est un peu ce que je t'expliquais. C'est
dans cette urgence-là de vivre et de transformer la société dans laquelle on est, parce que moi, c'est quelque chose qui me porte dans mon Mm. quotidien. Euh, je pensais que si je lâchais le travail que j'étais en train de faire, que tout ce que j'avais bâti était pour, tu sais, c'était pour disparaître. Il a fallu que je me raisonne en me disant, qu'est-ce que j'ai appris? Fait que le temps de recul m'a permis de pouvoir me dire, ben, wow, t'as fait pendant 8 ans de temps un projet de coopération internationale dans une communauté, t'as amené tes enfants dans le sud, t'as créé un centre de recherche. Il a fallu que je réapprenne à voir le plus parce que moi, j'en fais jamais assez. Tu comprends? Mm. Oui. Pour moi. Euh, puis Intérieurement, c'est jamais assez. intérieurement, j'en fais jamais assez. Donc, le temps est toujours, je manque de temps si t'en fais jamais assez. Puis là, ben, le voyage m'a aidé à me ramener à dire, wow, fais ce que doit au bon moment, mais cesse de mettre le poids du monde sur tes épaules. Puis je sais pas pourquoi je portais ça. Tu comprends? Ça venait avec la petite fille que j'étais là, quand je la regarde là, du haut de mon âge. Ben, l'enfant que je vois devant moi, c'est une enfant qui veut que les autres se sentent bien, qui veut intégrer tout le monde, qui veut participer à une vie plus équitable, plus juste, qui dénonce, qui s'engage. Donc, on manque de temps quand on veut transformer le monde dans lequel on vit. Oui, on en prend beaucoup en fait sur les épaules. Puis c'est une humilité qu'on retrouve quand on se détache puis qu'on se dit, ben, le monde continue de tourner, je ne suis plus là, mais ça tourne encore. Il y a comme une forme d'humilité face à la vie qui nous entoure. Puis on dirait, ben, je sais pas, tu pourras me dire si je me trompe ou pas, mais tu sais, tu dis, tu as pris le temps pendant ce voyage-là de faire le point sur ce qui avait été accompli pendant toutes ces années-là et finalement, enfin, de marquer le temps, de dire, ah, ok, oui, il y a eu ça et puis j'ai appris ça, puis ça m'a fait ressentir ça au-delà de, ok, je l'ai fait plus, ok, je l'ai fait encore plus. Fait que ce temps qu'on suspend juste pour regarder, pour reconnaître, il y a comme une forme de réconciliation qui se fait avec notre passé pour mieux avancer dans notre Mm, présent, puis mieux tisser notre futur, qui est intéressante dans ce que tu partages. Puis je serais curieuse de savoir, c'est dans le récit de ce voyage-là, tu me partageais tantôt que ça n'a pas été tous les jours facile, mais qu'est-ce que... comment ça a été quoi les vagues de ce voyage-là, puis les étincelles au travers les vagues? ouais. Ben, je te dirais que les vagues, le, c'était les doutes par rapport à l'avenir. Donc, il y a des journées où tu es fatigué puis tu peux pas prendre le temps d'y réfléchir. Puis les journées où tu dis, ben là, je suis assez consciente, là, mais là, le prochain pas que je vais faire dans ma vie professionnelle, ça va être quoi? Comment je vais le faire? Tu sais, t'as beau avoir fait un beau bilan, là, mais dans ta vague, c'est, je vais-tu être capable? Je vais-tu avoir l'énergie? Est-ce que le monde va me faire confiance? Est-ce que je vais réussir à mobiliser à nouveau? Fait que les vagues venaient avec comme un goulot d'étranglement où j'avais le sentiment que je me posais trop de questions en même temps parce que ça avait un impact sur ma possibilité de faire. Puis ça se résonne difficilement, tu sais, les doutes dans la vie. Mhm. J'avais beau avoir fait le bilan, puis ça a été bon de faire ce bilan-là parce que tu fais un pas de recul, puis tu te dis aïe aïe. Parce que moi, je vois toujours que j'en fais jamais assez. Fait que si j'ai un problème de santé mentale, c'est peut-être là, c'est que j'ai le sentiment que j'en fais jamais assez. Ou, donc, le but, c'était ça, les vagues où j'allais pas bien, c'était est-ce que là, présentement, je suis en train de faire les bonnes choses qui vont me permettre d'aller plus loin, tu sais, puis de voir vraiment puis il fallait le faire à deux. Tu sais, Mhm. j'avais pas juste moi à penser, parce que le conjoint que j'ai, je l'aime.
Donc, puis on s'entend bien, puis on est un super duo assez yin et yang dans la vie, là. Euh, Deux personnes qui nous rencontrent pourraient pas présumer qu'on est ensemble, mais quand on est ensemble, on est un team qui se complète très bien. Alors, comment t'assurer que l'autre embarque avec toi? Tu sais, quels sont les éléments que je peux faire pour me convaincre l'autre? Tu sais, c'est là que pendant le voyage, puis on marchait. Fait que Mm. ça aussi, c'était une autre chose qui est intéressante, c'est il y a des techniques en innovation quand tu fais face à des nœuds, tu dis à la personne, viens, on va aller marcher. Le bon de la marche, c'est que tu regardes toutes les deux en avant, puis tu avances. Ouais. Et tu n'es pas en train de te regarder dans les yeux. Donc, ça amène de la perspective. Et dans le voyage, on marchait. Il y a eu des journées à 6 heures de marche, puis on était 24 sur 24 ensemble. Mais la marche, puis la route, rouler, regarder devant, ben, ça l'a permis aussi de toucher à des sujets, puis de les aborder en continuant de regarder devant. Mm. Et devant, Et, c'est l'intention, c'est ce qui nous relie, c'est le plus grand. oui. Mais oui, ça, c'est un bon truc dans la vie, là, quand tu veux parler de quelque chose avec quelqu'un, soit prends la route, peut-être pas le volant, mais prends la route avec, ou va marcher, puis vide le sac en cours de route, parce que c'est ça, ça aide à amener de la perspective. Le voyage a vraiment créé ça, fait que quand on avait des longues marches, on en avait jasé des affaires. Ouais. Donc, par la suite, on avait à ramasser l'information puis à l'intégrer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, intégrer de la nouvelle information. Puis on voudrait tellement, tu sais, quand il y a quelque chose qui fait mal ou qui va pas bien, on voudrait que ce soit terminé aujourd'hui, maintenant, à la seconde qui suit, pour pas tolérer ça le plus longtemps. Et là, ben, le voyage, on est revenu, puis encore là, j'étais pas sûre on était encore en hésitation, là, jusqu'au jour où on a officiellement pris notre décision. Puis là, ben, comme je t'expliquais, quand elle est prise, la décision officiellement, là, il y a comme eu quelque chose de pris dans la colonne vertébrale, dans le haut du dos, puis sur les épaules, là, qui ont, qui ont juste débarqué. Puis ça l'a aidé aussi à continuer de voir positivement les choses, mais prendre des décisions, ça a été l'élément qui a aussi ajouté beaucoup de vagues. Puis c'est ce Mhm. que je te disais en prélude de notre discussion enregistrée. Prendre des décisions et que ça fait du bien. Mais tant aussi longtemps que tu es dans la zone de flou, ben là, ton cerveau, il réfléchit, puis il essaie de voir comment je vais pouvoir faire telle chose. Le jour que la décision est prise, ben, t'avances, t'arrêtes d'être entre deux eaux que tu sais pas trop. Fait que c'est Ça important. pèse quelque chose aussi hein, en toi. Ben oui. Oui, oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, on veut pas revenir? Ah, oui. Euh, je pense que si j'ai acheté beaucoup de billets de loto quand on était aux États-Unis, puis en plus de ça, c'était le super méga million à 1 milliard de dollars. Fait que je vais t'avouer, on a rêvé vraiment beaucoup. Je me suis acheté un billet, le gros lot était à 1,2 milliard de dollars. Fait que là, on s'est mis à rêver, qu'est-ce que je ferais si, qu'est-ce que je ferais si j'avais ce 1,2 milliard de dollars-là. Puis honnêtement, ça guide encore aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, même si je n'ai pas 1,2 milliard de dollars. Ça t'a amené dans une perspective de, OK, ben justement, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie aussi? Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Tu sais, on Oui, dit ça. Même si le point, c'était, OK, si j'avais cet argent-là, je ferais quoi? Mais au final, qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'intérieur? Alors là, donc, tu reviens de ce voyage. Je sais plus du tout, ça fait combien de temps que vous êtes revenu exactement. Tu me diras, mais alors, comment tu reviens et comment ça teinte ta vie maintenant?
votre vie maintenant? Ben, Je, je suis revenue avec le désir de m'engager, puis de travailler à accomplir. Si j'avais 1,2 milliard de dollars, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Mais là, je le fais autrement parce que je ne l'ai pas gagné, fait que je suis obligée d'y voir autrement. Mais dans mon histoire de vie, je me suis rendu compte que le projet qu'on menait de coopération internationale avec des jeunes Haïtiens en République dominicaine, c'était important pour moi. Tu sais, j'ai pas les deux mains sur le terrain, mais j'ai aimé accompagner d'autres jeunes qui allaient faire de l'intervention pour accroître la capacité des communautés, répondre à ce besoin-là de dire pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on est heureux. La récréologie, pour moi, c'était la réponse à la vie parce que c'est ton temps libre. Dans ton temps libre, c'est là où tu fais des choses que t'aimes. Alors, comment je peux m'assurer de continuer d'être dans cette vague-là de choses que j'aime? Euh, et ben, l'innovation ou ben non, tous les processus collaboratifs et d'innovation, ben, ça répond aussi à la question de qu'est-ce qui rend les gens heureux. Parce que quand on n'a pas de pouvoir sur ce qui s'en vient ou qu'on n'est pas en mesure de passer à l'action, c'est là qu'on crée de l'anxiété. Et je sais que le passage à l'action, ça diminue des stress, puis ça aide à davantage de résilience et d'adaptation face au changement. Et il y a deux grands projets sur lesquels euh, je mets de l'énergie actuellement pour les concrétiser. Puis, ça va bien. Je suis fière, je suis contente, je suis heureuse. Et ça ne donne pas d'argent. Fait que ça, Hmm. c'est mon 1,2 milliard de dollars. Je suis riche de 1,2 milliard de dollars. Je me donne du temps pour réaliser ça. Ouais. Et il faut que je gagne ma vie. Donc, je poursuis à faire des projets qui aident à accroître l'innovativité des Québécois et des gens avec lesquels je travaille, d'adopter les bonnes postures face à l'innovation. J'aime accompagner les personnes qui peuvent transformer leur territoire, leur manière de faire, et ça m'engage beaucoup. Hmm. Donc, je continue de mettre de l'énergie et du temps pour gagner ma vie, mais je me suis donné mon temps pour le 1,2 milliard. Ouais. Et je trouvais que j'avais perdu ce plaisir-là de faire des choses pour le plaisir de faire des choses. Puis mon but, oui, c'est que ça se transforme dans mon futur travail, l'engagement que j'ai pour, à un moment donné, faire 100% du 1,2 milliard qui m'aide à payer ma vie. Mais euh, aujourd'hui, je suis pas arrivée en disant qu'il faut que ça paye tout de suite. Tu sais, Hmm. je l'ai mis dans mon énergie, mon temps, mon investissement. Moi, j'aurais voulu, quand j'avais 18 ans, que le Québec devienne souverain pour des questions je voyais le taux de suicide, le taux de décrochage. Puis pour moi, il manquait comme un désir de s'engager collectivement parce que je pense que quand on a un souhait collectif de devenir plus autonome, plus fort ensemble, bien, on donne envie aux gens de s'engager. Hmm. Et ben, j'ai envie de créer ce désir-là de s'engager auprès de nos communautés, puis d'y repenser autrement. Il y a des choses qui me portaient avant qui Oui. continuent. Puis ce que ça l'a transformé, c'est avant ça, je travaillais les soirs, les fins de semaine. Là, je me donne du temps à moi, du temps pour moi. Au-delà du 1,2 milliard, là, je me donne un temps euh, ben, pour voir mes amis, pour voir ma famille. Puis quand il y a un appel, je dis oui beaucoup plus facilement. Avant ça, c'est oh oui, mais là, telle fin de semaine. Non, je vais créer de l'espace pour ça. Et ça, ça me remplit, là, tu sais, d'avoir décidé de garder des priorités à des gens qui m'aiment
plutôt que d'essayer de me faire valoir auprès de gens qui seront jamais capables de reconnaître ce que je peux leur apporter. Ben, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui croient en mon potentiel et c'est de ça dont j'ai envie de m'entourer aujourd'hui. J'ai envie de me trouver des nouveaux collègues qui vont aussi être dans cet esprit-là. Hmm. Ah, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ouais, ouais, c'est de l'interprétation évidemment, mais dans ce que tu dis, j'entends beaucoup que ce travail qui était beaucoup au centre, il se décentre un peu et puis il laisse de la place. Là, c'est justement ce besoin d'être en lien avec des personnes que tu aimes, de passer du temps avec eux, de nourrir un projet qui n'a pas de richesse monétaire, mais qui te fait du bien, qui te met dans cette posture de joie. Et puis tu nourris l'engagement, le travail, ce qui te permet de vivre avec le matériel, mettons, mais tu le tasses un peu, il y a de la place pour autre chose, puis je trouve ça intéressant. Puis tu me partageais, alors là, je sais plus, antenne ou hors antenne, que tu aimais ça quand tu étais en animation de camp de jour et tout ça, de créer l'espace pour les jeunes, pour qu'ils se mobilisent, ils s'engagent dans quelque chose, pas avec de la discipline puis des punitions, mais parce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. Et j'entends que ce recul-là t'a permis de créer cet espace, cette fois-ci, pour toi, Mm, pour le exact. sentir en toi. Puis, je C'est bien que tu amènes cet aspect-là parce que, tu sais, il y a des passions. Moi, je me suis intéressée aux passions des autres. Qu'est-ce qui passionne les gens, puis qu'est-ce qui les rend heureux, puis qu'est-ce qui les fait passer à l'action, puis comment on crée de la mobilisation, puis de l'engagement. Puis, pour moi, c'est un gros bout. Et et moi, ce qui me rend heureuse, là, puis moi, je peux écouter quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, même si je comprends rien, pendant vraiment beaucoup de temps. Parce que de l'avoir autant épanoui par le loisir ou l'activité que la personne fait, euh, je la sens sur son X, je la sens sur son espace personnel, son bien-être. Il y a un beau bien-être euh, quand quelqu'un est passionné par quelque chose, puis que il s'engage à. Tu sais, c'est des gens. Tu sais, quelqu'un qui aime les timbres ou collectionner de la monnaie ou collectionner des livres ou faire un sport, ils deviennent des hyper spécialistes de ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'étudier pour ça. Et ça fait aussi partie de comment je suis comme personne qui voit. Tu sais, on parle beaucoup de société apprenante, là. Mhm. Mais Voilà. arrangez-vous donc pour que le monde vive des passions, puis on n'aura plus besoin de s'acharner sur eux pour qu'ils apprennent quelque chose. Ils vont apprendre par le plaisir qu'ils ont d'être dans quelque chose qui les passionne. Et je trouve qu'on veut amener des comptables, on veut rendre le monde dans des cases parce que c'est de ça dont on a besoin. Puis là, ben, après ça, ça amène plein d'autres enjeux liés à la société. Mais si on leur donnait des contextes d'épanouissement, puis qu'on on les soutenait dans dans leur passion, ben, à peu près tous les champs de la vie seraient utilisés par des gens passionnés. J'ai lu sur le Ikigai en voyage, là, sur les gens qui vivent jusqu'à 117 ans, puis qu'est-ce qui faisait en sorte que ces gens-là vivaient longtemps. Et ils disent tous, ne travaille pas pour gagner des sous, c'est gagne des sous parce que tu fais quelque chose qui te passionne. Et c'est des gens qui n'arrêtent pas de travailler à 65 ans. Non, parce que travailler, ça ne signifie pas le travailler comme on le Et, perçoit aujourd'hui, ouais. et moi, dans la vie, c'est ce qui me- ça a toujours nourri. Puis un jour, je me suis acheté une belle petite boîte à lunch en métal de travailleur parce que dans le cadre de mon contexte de travail, tout ce qu'on me demandait, c'était de me conformer, de devenir comme les autres. Puis là, ben, j'avais l'impression que je prenais ma petite boîte à lunch de travailleur, puis que là, j'allais travailler. Je n'avais plus de plaisir à faire ce que je voulais faire. Mais sinon, je la prends pas parce que j'aime m'engager dans ce que je fais. Et si chaque humain autour de nous
pouvait la trouver, cette passion-là, puis la nourrir, puis que les gens qui sont autour de nous la nourrissent aussi, ben, on aurait du monde plus heureux. Puis moi, je pense beaucoup à l'effet systémique de gens heureux. Bien sûr. Euh, Ça se répercute dans plein d'autres aspects. Alors, il n'y a que les gens malheureux qui souhaitent que les gens heureux soient malheureux. Mais quand on est malheureux, justement, on n'a plus cet ancrage-là, on le perd et donc on le perd pour soi, puis on le perd pour les autres, puis on perd cet ancrage au monde au final. Puis Donc, ouais. c'est important de cultiver. Fait que pour moi, le retour à la maison, c'est de continuer de nourrir qu'est-ce qui me passionne. Puis une de mes passions, c'est de réunir les gens ensemble, de leur donner un défi, de mettre le contexte, le travail que je fais porte beaucoup à ça, puis de les voir s'engager à la résolution de problèmes en collaboration parce que j'ai mis les ingrédients qu'il faut pour qu'ils puissent avancer, allumer. Puis là, tu sais, quand tu vois la lumière dans les yeux des gens, là, moi, là, je cherche ce moment-là. J'aime ça. Ça me nourrit. Puis moi, je dis, oups, ça fait partie de ma paye. Tu sais, j'ai bien fait les choses. Puis je me suis pas rendu compte de ça si rapidement que ça dans ma vie, que ça me nourrissait, puis que j'en avais besoin de créer les contextes. Ça a été par force de regarder en arrière, puis de me poser la question, parce que, tu sais, moi, je fais plein de choses manuellement. Je fais de la déshydratation, je fais de la lactofermentation. C'est toutes des choses que j'aime beaucoup. Mais ce qui me fait triper, c'est un autre coche qui est plus dans, qui a un impact sur le travail que je fais et qui a un impact sur la société dans laquelle j'ai envie de vivre et de faire grandir les enfants avec lesquels, que j'ai eus et que je côtoie. Oui. Alors, est-ce que c'est à ça que tu rêves pour notre futur de société, pour toi-même, pour tes proches? Ben, on s'est engagé dans l'innovation ouverte parce qu'à quelque part, pour moi, il y avait les mécanismes de la communication, il y avait les mécanismes de la collaboration, il y avait celui de se poser un défi et être suffisamment créatif pour pas repenser à des manières de faire qui ont pu leur place. Aujourd'hui, on a un problème, on trouve vite une solution. Moi, j'aime le processus d'innovation qui nous oblige à faire le pas de recul pour Mm. pouvoir embrasser un peu plus large lié au problème, pour que lorsqu'on arrive à une solution, ben, qu'on ait détruit deux, trois gros autres problèmes en même temps, plutôt que d'avoir juste mis un plaster sur un. Et je souhaite qu'on apprenne à devenir des meilleurs innovateurs ensemble. Puis pour moi, innovateur, c'est de développer une posture d'ouverture, de curiosité, d'intérêt pour l'autre. L'innovateur, il pense pas à juste une invention puis elle met en place. Il Mm. développe une posture où tout peut venir le nourrir pour le bénéfice d'une potentielle invention, chose. Moi, je suis une je fais des inventions, mais sociales. Donc, je repense à des mécanismes, puis j'en parle. Puis des fois, de ce que je parle, c'est pas nécessairement moi qui les mets en application, mais je vois que ça les a nourris, puis que ça se réalise. Donc, ce que je rêve, puis de ce dont je rêverais, puis là, ben, ce serait de développer des communautés ouvertes en lien avec l'innovation. Puis ce que j'essayais de mettre en place quand j'étais au laboratoire d'innovation ouverte, c'était beaucoup dans être plus autosuffisant, mais dans nos capacités à faire. Je trouve qu'on a beaucoup relayé aux autres notre capacité à faire des choses. Puis là, on devient impotent face à notre propre avenir parce qu'on ne sait plus réaliser certaines choses qui étaient faites autrefois par nos parents à 100%. Tu sais, tu disais que tu as parlé avec ton père de son enfance puis comment il vivait son enfance. Mais moi, quand je parle avec ma mère,
il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient achetées directement au magasin. La famille tissait, créait leur propre... tu sais, ils faisaient tout à la maison de A à Z. Ils élevaient les animaux, ils les abattaient, ils savaient utiliser 100% d'un animal qui avait donné sa vie. Aujourd'hui, on prend le steak, on prend le même steak. Ben, dis-toi que chaque fois que tu prends un steak, c'est une nouvelle carcasse, c'est une autre animal qui a été tué pour te donner la même chose que tu manges. Est-ce que dans ton alimentation, tu as une diversité de produits qui fait en sorte que tu aurais mangé un animal peut-être à la fin de l'année plutôt que d'en avoir tué 20 pour manger toujours la même chose? Je trouve qu'on manque de réflexion collective sur notre capacité à faire face aux enjeux des changements climatiques. Et ce ne sera qu'à revenir à nos collectivités puis nos petits villages qui Mm. voient leur autosuffisance qu'on qu'on va pouvoir y parvenir, surtout au niveau de l'alimentation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir d'enfants au Québec qui souffrent de pas être nourris. Il ne devrait pas y avoir un enfant au Québec que ça y tente de lâcher l'école. Parce que quand tu vas dans les pays du Sud, là, puis en Afrique, là, ils aimeraient tous avoir notre place. Puis je trouve qu'on a perdu ce rapport-là à la vie. On prend tout pour acquis, alors que la santé, c'est pas acquis. Tu sais, on va à l'hôpital, puis tching puis tout ça, mais non, ces droits-là, on est allé les chercher. Comment on en prend soin collectivement? Puis des fois, je trouve qu'on se donne pas assez le droit de y penser ensemble, puis de voir c'est quoi les impacts systémiques. Fait que moi, là, ce que je rêve, ce serait de gens qui ont tellement bien intégré les bonnes postures d'innovation que quand c'est le temps, ben, ils se rencontrent puis ils se mettent en action pour trouver des solutions qui sont bonnes pour tout le monde. Ouais. C'est là-dedans que je m'en vais quand même pas mal dans les prochaines années, faire face aux enjeux climatiques ensemble pour pouvoir se doter d'une vision commune qui nous pousse à passer à l'action et y parvenir. Bref, je suis une rêveuse, Ouais. puis j'ai des grands rêves, puis c'est ce qui me mobilise au quotidien, en me disant la petite goutte que j'aurais peut-être fait. J'ai un projet qui s'appelle l'effet papillon, justement, où ce que je souhaite, c'est que les ailes que je déploie, puis les battements d'ailes, ben, qu'à un moment donné, ça ait encore plus de potentiel de retomber positivement dans la société dans laquelle on vit. Mais on a besoin de ces rêves-là. On a besoin d'être ensemble. Alors, bah, t'es pas toute seule à rêver. On va rêver ensemble. Puis beaucoup de personnes qui sont passées au micro, ben, rêvent pas mal de choses qui se relient. Donc, on est sur un chemin. Puis je pense on est plus ensemble qu'on ne le croit. Fait que j'ai envie de nous laisser l'espace de rêver. Puis tu vois, l'épisode, je voulais l'appeler Le temps d'explorer parce que t'incarnes cette posture d'exploratrice à l'extérieur, en milieu de travail, puis là avec ce voyage et ces voyages en soi aussi, fait que je nous souhaite ça, je nous souhaite qu'on prenne le temps de reculer, de faire un pas de côté, d'explorer en soi, autour de soi, puis ouais, c'est ça, de réaliser en fait on est déjà peut-être ensemble, il suffit juste de se voir, de se reconnaître, de se rencontrer. Mm. Et quand tu dis on existe, ce que je souhaiterais, c'est que ceux qui ont cette envie-là, ben, plutôt que d'être dilués partout à grandeur, fait qu'on se réunisse puis on mette nos forces en commun pour avoir un plus grand impact. Et on est quand même tous, et je le comprends, euh, tributaires des appels à projets ou des capacités financières des bailleurs de fonds. Et on se bat tous pour la même chose, mais on le fait pas tous ensemble. Et moi, dans mon 1,2 milliard, là, ben, je me dis, je ne l'ai peut-être pas les sous, mais j'aimerais ça réunir tous ces gens-là ensemble pour se donner le droit de rêver au moins une fois par année à faire les choses différemment.
en ayant l'impact de l'effet d'un papillon sur le monde. Ouais, arriver à ça. On va arriver à ça. On décroche pas du rêve. Merci Rachel pour ce moment, puis d'avoir plongé dans l'intime, dans un peu tout ce qui a fait ta vie ces derniers mois, puis même ces dernières années. J'espère que ça inspirera, que ça sèmera des graines. Puis ben, pour le balado, ben, je vous dis à bientôt. Puis Rachel, à bientôt aussi, j'espère, dans le réel, à nouveau. En principe, on devrait avoir d'autres rencontres qui nous ont déjà réunis. Je le souhaite fortement. Moi aussi, j'ai appris à découvrir quelqu'un d'extraordinaire au-delà des écrans. Et puis, tu as une belle écoute et puis ça nous donne envie de partager avec toi ce qu'on a vécu. Et puis, ben, j'espère avoir eu l'occasion d'avoir des oreilles bienveillantes lors, tu sais, les gens qui vont écouter si ça peut vous inspirer. Puis sinon, je vous souhaite de vous retrouver si ça vous a pas inspiré, aller plus loin. Puis si vous vous êtes reconnu, ben, faites-moi signe. Il y a aussi ça. Mhm. Oui, la main est tendue. Merci. Oui, merci encore, Sophia.